Le territoire du Gévaudan constitue la Lozère d'aujourd'hui. Mais avant la Révolution, c'est une des régions les plus pauvres de la France. Ces montagnes, les Cévennes, forment le haut de cet amas de volcans éteints qui constitue le plateau central. On l'appelle le toit de la France. De vastes solitudes balayées par le vent, de profondes forêts de sapins, le théâtre désolé de ravages sans précédent. C'est dans ce cadre qu'est née la légende de la bête du Gévaudan. Remontons le cours de l'histoire et rendons-nous en 1764. Un village, le Solergue, est frappé par un étrange prédateur qui attaque les habitants et leurs troupeaux. Des témoignages et des rapports de l'époque affirment que la créature est une sorte de loup géant. Personne ne peut l'arrêter. On raconte aussi que la bête est intelligente, qu'elle est capable d'éviter les pièges et les attaques. Les difficultés des lieux fait merveilleusement le jeu de la bête. Imaginez ces gorges profondes, ces ravines sauvages de Méronne et la révolte, de la Dège au-dessus de la Bessère, de la Truyère, sur l'autre versant des Margerides. Le tout hérissé d'épétaillis, inaccessible à l'homme et praticable presque qu'aux fauves. La bête saute d'un versant à l'autre, se coule sans être vue à la faveur des taillis et met en défaut la vigilance du tireur au poste. Et là-haut, sur les arides sommets des monts, il est facile d'apercevoir le chasseur aux aguets et de se sauver hors de portée. Pour bien prendre la mesure des méfaits de la bête, écoutons les rapports des habitants. Le 3 juillet 1764, au village des Abats dans le Vivarais, une jeune fille de 14 ans vient d'être soudainement dévorée. Le 8 du mois d'août, une autre fille âgée de 15 ans, du Maméjean, est la proie d'une bête inconnue. Vous vous doutez bien que la population de ces villages est dans un émoi bien justifié. Émoi qui gagne, petit à petit, les villages avoisinants. On apprend à la fin du mois d'août qu'un enfant de 15 ans, au village de Chéla-l'Évêque, vient de trouver la mort dans les mêmes conditions. La bête continue ses méfaits. Le 6 septembre à 7 heures du soir, elle dévore au village d'Estrée une femme de 36 ans et le 16 à 6 heures du soir, un garçon à Saint-Flour de Mercoire. Et la bête continue pendant l'année 1765. On défend d'envoyer les femmes ou les enfants isolés au pâturage. Et les hommes eux-mêmes n'osent plus sortir sans être armés d'un lourd bâton, d'une fourche ou d'une hache, surtout lorsqu'ils vont faire leur labour à proximité des bois. Les chasses et les battues battent leur plein, mais en haut lieu, on s'inquiète. On charge un détachement de 67 dragons, tous choisis et bons tireurs, pour mettre à mort la bête. L'expédition en Vivarais et en Auvergne est peu fructueuse, malgré les récompenses offertes et les soldes du régiment augmentés. Et la bête fait toujours des incursions en terre d'Auvergne, surtout dans la région de Saint-Flour, où elle dévore de nombreuses victimes. On dépeint la bête même si on ne l'a pas vue. La bête féroce a une gueule presque semblable à celle du lion, mais beaucoup plus grande, des oreilles qui, dressées, passent la tête de quelques pouces et se terminent en pointe. Le cou couvert d'un poil long et noir qui, étant hérissé, la rend encore plus effroyable. Elle a de grosses dents pointues. Ses jambes de devant sont assez courtes, mais les pattes sont en forme de doigts et armées de longues griffes. Son dos est couvert d'écailles terminées en pointe. Ses pattes de derrière sont comme celles d'un cheval. Sa queue est semblable à celle du léopard. Ce récit est glaçant. Des signes de mécontentement se font sentir parmi la noblesse du pays. Même le roi s'étonne de l'adresse merveilleuse de cette bête. Il accorde une récompense à celui qui la tuera et ordonne qu'on lui ramène la bête morte pour en conserver la peau et le squelette. Alors, toutes les récompenses offertes constituent une petite fortune à cette époque, pour celui qui aura la chance de jeter à bas le monstre. Et cela fait bien entendu tourner les têtes. Les fusils sont mis en état, prêts à tirer. On tente sa chance et on tente la fortune. Et cette bête qui ne veut pas se laisser tuer. Les chasses sont presque en ordre militaire.
Mais la ruse de la bête l'emporte encore une fois, et c'est un échec total. Il faut à tout prix délivrer le Gévaudan, car la bête ne chôme pas. Son appétit et son audace sont accrus, et elle vient jusque sur le seuil des maisons, dans les cours fermées, emporter les jeunes enfants sous l'œil des parents. Le roi de France prend les choses en main. Il envoie le sieur Antoine, son porte-arquebus personnel, avec 6 autres bons tireurs et de bons chiens. Mais malgré ces nombreuses chasses et battues infructueuses, en septembre 1765, le sieur Antoine, à son tour, se sent découragé en face de cette terrible situation. Le mauvais sort semble tourner. Fin septembre 1765, le sieur Antoine annonce officiellement avoir trouvé la bête devant lui et l'a mise à mort. Le loup abattu est porté à Versailles et montré au roi. Le sieur Antoine exulte. « On a tué la bête du Gévaudan !» La cour, par contre, ne voit qu'un loup carnassier, armé de défenses, certes un peu plus extraordinaires que ceux connus. En Gévaudan et en Auvergne, on sent un soupir de soulagement. Mais un doute s'installe toutefois. L'animal tué par le sieur Antoine n'est pas vraiment la bête qui a fait tant de dégâts. Parce que ce sieur Antoine tue 3 loups dans la même chasse, mais il n'en montre qu'un pour mieux jouer son rôle et faire croire que c'était la fameuse bête. Et messieurs les Anglais se mêlent du Gévaudan et de sa bête, dont le sinistre renom franchit le détroit de la mer. La presse anglaise fait ses choux blancs de ses aventures et sort son humour très british. Une armée française de 120 000 hommes a été défaite par cet animal qui, après avoir dévoré 25 000 hommes et avalé tout le train de l'artillerie, s'est trouvé le lendemain vaincu par une chatte dont il avait dévoré les chatons. Une longue période s'écoule et plus aucun signe de la bête. On a la conviction de sa mort et la terreur se dissipe. Les portes cessent d'être barricadées, les fusils sont au clou, les campagnes retrouvent leur calme. Bref, la joie de vivre revient. Quand soudain, une rumeur rapide comme l'éclair envahit l'Auvergne et le Gévaudan, on a revu la bête. Et ce n'était pas un faux bruit. On a revu la bête. La bête n'est pas morte. Et la bête refait parler d'elle. En 1766 jusqu'en 1767, par les registres paroissiaux, on sait que c'est par douzaines qu'elle dévore les enfants. Sa férocité s'est encore accrue. Est-ce que cette série de malheurs va continuer ? On finit par croire qu'il est vraiment impossible de la tuer. On demande l'assistance du ciel. On fait des pèlerinages et des processions. On implore le secours de Dieu devant l'impuissance de toute force humaine. On tue, çà et là, des loups et des louves. On donne des récompenses, on gratifie. Et cette fois, on pense la bête bel et bien morte. Ou plutôt les bêtes malfaisantes qui dévorent tant de monde. Que de larmes versées et que de deuil dans les familles. Que de places vides dans le cœur des mères qui gardent tout le reste de leur vie ce triste et poignant souvenir. On fait cercle autour du foyer. La vieille grand-mère, de sa voix tremblante, raconte comment un enfant de la famille fut tristement dévoré. Elle pleure. La mère de l'enfant perdu, un témoin oculaire, pleure aussi. Les petits se serrent l'un contre l'autre en frissonnant et se tiennent par la main, comme pour se prêter assistance. Et ce récit les pénètre toujours de la même émotion. Après 1767, on n'entend plus parler de la bête. Mais elle réapparaît sous une autre forme. On la met en scène au théâtre à Paris. On en fait des romans. Et après les dessinateurs et les historiens, la poésie vient au renom de la bête. Il faut attendre 1911 pour qu'un éminent professeur de gynécologie à la faculté de Montpellier, le docteur Puech, donne son opinion et conclut « La bête du Gévaudan n'a jamais existé ».
soit ce sont des loups, soit des mystificateurs, ou soit, surtout, un fou sadique. Et à Paris, cette thèse est acceptée sans contrôle. La bête du Gévaudan n'a jamais existé. C'est faire bon marché de la perspicacité des populations qui ont été terrorisées par les méfaits du monstre. Et, hélas, aucune réalité n'est plus tristement constatée. Les registres des paroisses, les correspondances diverses, les documents les plus authentiques attestent la vérité de son existence. Aujourd'hui, la légende de la bête du Gévaudan continue de passionner les gens. Plusieurs films, livres et séries télévisées ont été basés sur son histoire. La bête du Gévaudan est aujourd'hui considérée comme un exemple classique de la création légendaire. Et une autre énigme vient se greffer. Qui est le fameux boucher de Gévaudan? Il était un tueur en série qui a terrorisé les communautés rurales du Gévaudan de 1764 à 1767. Il est accusé d'avoir tué et mutilé plus de 100 personnes, principalement des femmes et des enfants. La plupart des victimes étaient des bergers et des paysans qui travaillaient dans les bois. Le meurtrier n'a jamais été identifié et le mystère de son identité reste une énigme pour les historiens. La légende du boucher de Gévaudan est encore vivante aujourd'hui et elle a inspiré de nombreux films, romans et autres œuvres de fiction. Entre loup hybride, loup-garou, chien sauvage ou animal non identifié, il est impossible de dire quelle est la véritable identité de la bête du Gévaudan. Nous ne le saurons jamais. Une analyse détaillée des indices trouvés sur les lieux et des informations recueillies auprès des témoins permet d'affirmer avec certitude la présence d'une bête. Ou était-ce quelque chose de différent? C'est un phénomène culturel et social majeur qui a marqué le XVIIIe siècle et qui est resté dans l'imaginaire collectif. Malgré les siècles qui se sont écoulés, la bête du Gévaudan reste un mystère qui fascine toujours les gens, les petits et les grands. Je vous remercie de votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre nos prochains épisodes et nos nouvelles aventures.